Paris et sa banlieue, plus de 10 millions d'habitants, sans compter les touristes. Chaque année, plus de 25 millions de personnes viennent admirer les quartiers qui font la réputation de la capitale. L'avenue des Champs-Élysées, le musée du Louvre ou la Tour Eiffel. Pour transporter cette foule, Paris a développé un réseau ferré tentaculaire. Le métro, mais aussi le RER, des milliers de kilomètres de voies en sous-sol ou à l'air libre. Pour assurer la sécurité des voyageurs, la BRF, Brigade des réseaux ferrés de la préfecture de police, le plus grand service de police de France, avec près de 1400 fonctionnaires. Attention, ça prend l'escalier direction Château de Vincennes. Surveillance, contrôle, interpellation, les policiers sont en alerte, car sous la ville, la délinquance ne dort jamais. C'est bon, ça monte. Les transports en commun sont aussi le terrain de jeu des taggeurs. Et ces derniers sont parfois armés. Ça va me servir s'il y a un imprévu qui n'était pas prévu. Ces individus causent un préjudice énorme à la RATP et à la SNCF. Plus de 6 millions d'euros de dégâts chaque année. T'en as pour 532 335 €. Va péter. Le métro attire aussi des délinquants sexuels d'un genre particulier. Des hommes qui profitent de la cohue pour se frotter contre les femmes. On les appelle les frotteurs. Une bande de moutons, regarde. Ah oui, ils bandent bien là. Salaud. Mais il y a aussi les pickpockets. Beaucoup sont des Roumains venus d'Europe de l'Est. Un phénomène qui gangrène la capitale depuis plusieurs années. Leur butin quotidien. Il serait plus de 300 dans le métro. Commissariat de police de la gare de Lyon. Les hommes de la BAC Métro sont sur le pied de guerre. 75 policiers arpentent sans cesse le réseau. En première ligne, Tom, 3 ans de BAC Métro. Ses coéquipiers, Guillaume et David. Leur mission, traquer les pickpockets. Des pickpockets de plus en plus jeunes. Venez voir, on va se foutre. Ok. Ouais, vas-y. Salut. On va essayer de serrer. Dans leur mission, les policiers ne sont pas seuls. Ils profitent d'une aide précieuse, 15 000 caméras de vidéosurveillance. Ah, vous venez de les prendre dans le colimaçon? Devant les écrans, GG, un spécialiste. Il décrypte au premier coup d'œil la moindre anomalie. Sur la ligne 7, il repère un groupe suspect. Voilà, ils sont en stand-by, donc je vais rappeler Guillaume. Si t'es ok, il y a des Roumains, là, ils arrivent à Pyramide, ils vont sur Opéra. Il y a 3 Roumains, 3 garçons. Guillaume est sur le terrain à l'autre bout du fil. Il va se laisser guider par son coéquipier. Tu le vois encore là, Pour un maximum d'efficacité, les policiers se séparent. Ils vont tenter de surprendre les pickpockets en flagrant délit. Il y en a 2 qui sont redescendus sur le RERC. Vos 2 petits gamins, ils sont partis sur le RERC. Il y a un Roumain qui a une veste blanche aussi. Hein. Je te dis, ils ont pris la sortie. Hein. David est le plus proche des voleurs. Il les prend en filature. Ah, ok. Ça va attaquer. Ils veulent y aller là, sur la femme. Ils ont arrêté les mécas, ils y vont. Les mécas, ce sont les escaliers mécaniques. Voici les 2 jeunes Roumains. Leur proie, c'est 2 touristes japonaises. Ils ont bien l'intention de dérober leur portefeuille. Vous allez voir qu'ils ont une technique bien rodée. Ils arrêtent l'escalier mécanique pour les empêcher de monter. Chargés de valises, les touristes décident d'emprunter le second escalator. Et là encore, les voleurs bloquent les mécaniques. Les victimes sont obligées de gravir les escaliers à pied. Les voleurs proposent leur aide pour soulever leurs bagages. Sur ces images, le plus petit, en veste noire, porte la valise pendant que le plus grand, en chemise blanche, profite de l'inattention de la japonaise pour glisser sa main dans le sac. Tout va très vite. En moins de 10 secondes, le jeune Roumain dissimule le portefeuille sous son pull. David a tout vu. Le portefeuille est passé de main en main et c'est le plus jeune en veste noire qui détient maintenant le butin. David se précipite pour l'interpeller, tandis que le plus grand prend la fuite. Seul, le policier reste avec le voleur et le portefeuille. Il y en a qui s'est barré à courant, on a abusé quoi. Ouais, ok. À tout de suite. La touriste japonaise, choquée, ne s'est rendue compte de rien.
C'est vrai qu'on a beaucoup de victimes japonaises. Parce qu'ils ont souvent du liquide sur eux quand ils viennent à Paris pour éviter de retirer. Ils ont des liasses de billets et les petits voleurs le savent. Donc, après là, on a vraiment le cas caractérisé parce que là, ils arrêtent les 2 mécaniques. C'est le cas école, quoi. C'est ce qu'on apprend en école. Sans problème. Après, L'enfant de 9 ans se met à pleurer. Mais David ne s'apitoie pas sur son sort. Il sait qu'il joue la comédie. Oui, en fait, là, il fait ce qu'on est pleurer pour échapper à la justice. Il va faire que ça tout le long. Ils sont formatés pour ça, de toute façon. Les mineurs, ils savent qu'ils risquent pas énormément, donc... Les policiers embarquent le voleur au commissariat. À 9 ans, il ne risque rien, mais la BAC espère que l'interpellation lui servira de leçon. Une fois l'interpelle passé, c'est vrai qu'on le traite comme un enfant, quoi. C'est de le traiter bien comme il faut. Mais bon, ça lui fait du bien quand même d'être interpellé, au moins il sait qu'à Paris, il y aura toujours des flics derrière lui pour le pister, quoi. Donc là, il est au courant maintenant, il sait qu'il n'a pas l'impunité totale. Après, c'est un enfant, on est bien conscient que c'est pas de sa faute, tout ça, que c'est les adultes qui l'envoient voler. Je veux dire, faut bien qu'on l'emmène avec nous quand même. Il a volé un portefeuille, Voilà. Après, c'est sûr, il a 10 ans, il ira pas en garde à vue, il n'aura pas de peine de prison. Voilà, c'est les adultes qu'on devra arrêter, mais il dira jamais qui fait ça pour qui il travaille. Et ça arrive qu'on les arrête, mais c'est des enquêtes qui durent 5, 6 mois, 1 an quelquefois, avec l'URI, avec plein de services différents. En fait, nous, on fait que le flagrant délit, malheureusement. Donc après... Au commissariat, la touriste japonaise a déposé plainte et récupéré son portefeuille. Le jeune garçon, lui, repartira libre quelques heures plus tard. Le lendemain matin, la BAC reprend du service. Aujourd'hui, les policiers surveillent la station Porte-Maillot sur la ligne 1. Ils savent que les voleurs y viennent tous les jours. Tous les matins, on croise aux alentours de 11h30, midi, il y a des Roumains qui viennent se mettre en place par ici et qui regardent toutes les victimes potentielles passer d'un côté de l'autre et qui choisissent d'y aller ou pas. En général, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est se mettre en haut de l'escalier qui donne par là parce que c'est facile d'accès, il n'y a pas beaucoup de monde, donc pour eux, c'est facile de travailler. Tom est placé en surveillance près des guichets de la RATP. Il guette l'arrivée des pickpockets. David et Guillaume, eux, se postent à la surface, au-dessus d'une bouche de métro. Ils savent que les voleurs opèrent souvent dans les escaliers. Chez le métro, il y a pas mal de touristes qui viennent et qui sont encombrés par des bagages. Et donc du coup, là, c'est facile pour elles de tenter de voler parce que souvent ils ont des bagages à amener et ils ne regardent pas derrière eux forcément. Donc là, ils arrivent et ils ont tout le loisir d'ouvrir les sacs avec les portefeuilles dedans et essayer de voler. Quelques minutes plus tard, Tom repère 2 jeunes filles au comportement suspect. Sans doute des pickpockets roumaines. Des spécialistes, elles peuvent voler jusqu'à 1 000 € par jour. Et là, tu vois, elles vont se mettre en place, donc elles se collent juste au fond du mur et elles regardent tout ce qui passe. Et tout ce qui va monter, elles vont prendre. À la surface, Guillaume et David attendent le top départ. Les 2 filles viennent de prendre en chasse un touriste encombré de valises. Elles vont sortir d'un moment à l'autre. Film, ça va être là. J'espère qu'elle va être. Les policiers avaient vu juste. Les 2 jeunes filles sont en train d'essayer de voler cet homme. Regardez, la jeune fille au pull rayé a glissé sa main dans la poche arrière du pantalon. La seconde, elle, fait le guet pour éviter les policiers. Ah, dommage. Mais les voleuses abandonnent. Rien d'intéressant à voler dans cette poche, mis à part un bout de papier. Elles repartent rapidement. C'est sûr qu'il y a la main dans la poche, techniquement la tentative est liée, mais la personne s'en aperçoit pas. Et c'est compliqué de faire déposer plainte aux gens quand il n'y a pas de visuel. Par exemple, si elle avait ouvert son sac en grand, qu'elle fouillait dedans, la victime, on peut toujours lui dire, mais si, regardez, votre sac est grand ouvert. Donc là, les gens comprennent un peu plus que là, la main dans la poche, il va dire, mais j'ai rien senti, j'ai pas le temps, j'ai un train à prendre, enfin, c'est toujours pareil. Donc on va attendre de faire mieux que ça. On va aller faire un tour à Charles. Charles, c'est la station Charles de Gaulle Étoile sur la ligne 1. C'est la ligne touristique par excellence. Elle dessert les stations les plus célèbres de la capitale. Le musée du Louvre, sa pyramide, la rue de Rivoli, mais aussi les Champs-Élysées et ses boutiques de luxe. Des touristes du monde entier viennent ici tous les jours, avec sur eux beaucoup d'argent, en liquide. Charles de Gaulle Étoile est donc devenu un haut lieu du vol à la tire pour les pickpockets. À elle seule, la ligne 1 concentre 10% des vols. On leur demande de ramener un maximum possible, donc ils se mettent en cadre pour faire ce qu'il faut, mais... Qui leur demande de ramener des... Ça on sait pas, après c'est chef de camp, enfin, voilà. C'est les plus âgés quoi en général.
Tom a repéré des voleuses. Il prévient immédiatement Guillaume et David. Ouais, bah c'est là au passage là. Ah, ouais, mais de l'autre côté, tu sais, c'est au niveau du petit escalier qui donne sous l'Arc de Triomphe. Elles attendent en bas. Mais les policiers ont à peine le temps de se mettre en position. Tout va aller très vite. Une femme vient d'être victime d'un vol. Et surprise, nous retrouvons la jeune fille au pull rayé, celle qui tentait quelques minutes plus tôt de voler un autre touriste, porte-maillot. Ces touristes brésiliens sont effrayés. Ils ne comprennent pas qu'ils ont affaire à des policiers. Hold your wallet. No wallet. Just, this is a pickpocket, you take your wallet, you understand? Yes. Ces touristes n'ont rien senti. Ils ont été surpris par la rapidité d'intervention de la BAC. Bon, là, dommage, t'as pas les images parce que ça va super vite, mais c'est pris en fait. Voilà, je viens de prendre un portefeuille. Les 3 jeunes filles viennent d'être prises la main dans le sac, mais elles ne comptent pas avouer les faits si rapidement. Ah, tu l'as ouvert et comment il tombe du sac là? Je sais qu'il doit être police. Eh bah alors, bah bien sûr que tu m'as pas vu, alors tais-toi, tu l'as pris. À quoi ça sert de mentir? Le couple est sous le choc. Sans les policiers, ils perdaient leur portefeuille et les 300 € qu'il contient. I was getting out when I saw this guy running and the other guy running. I don't understand nothing. Ils ont l'art de repérer la cave qu'ils font. C'est incroyable. On en parle souvent entre nous, c'est vrai qu'elles ont l'art de retrouver la personne qui a beaucoup de monnaie. Une cave, dans le jargon policier, une victime potentielle, comme ces touristes insouciants. Les hommes de la BAC vont conduire les 3 voleuses au commissariat pour les auditionner. Les touristes brésiliens, eux, vont devoir déposer plainte. Quelques heures plus tard, la jeune femme a récupéré son portefeuille. Sans l'action des policiers, les vacances à Paris auraient eu un goût amer. C'est fini, hein? Et au revoir, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, c'est normal. Merci. Bonne fin de vacances, amusez-vous bien. Merci. Et faites attention dans le métro, hein. Oui. Ok. Ces touristes se souviendront longtemps de leur passage dans la plus belle ville du monde. Pour les jeunes voleuses, c'est l'heure des auditions. Rémi est officier de police judiciaire. C'est lui qui est chargé de l'affaire. Une traductrice est présente, comme le prévoit la loi. Mais les Roumaines sont des habituées. Elles savent ce qu'il faut répondre à propos de leur âge. La date de ton anniversaire, c'est quand t'es né quand? Data nașterii. 98. Ah. 4 décembre 1998. Ce vârstă ai? 13 ans. Bientôt 14 alors. Alors qu'elles paraissent avoir plus de 18 ans, elles maintiennent en avoir seulement 14. Un mensonge régulier qui leur évite toute sanction pénale. Elles savent qu'en dessous de 16 ans, elles n'auront qu'un rappel à la loi. Est-ce que tu veux faire les empreintes Vrei să vă dai amprentele? et l'examen osseux? Nu, dar examenul. Pourquoi tu veux pas? De ce nu vrei? Că nu vreau. Puisque je ne fais pas. Păi nu știu ce să le amprente. Ce să le? Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est les empreintes. En fait, on va te signaliser avec et puis on va te faire l'examen osseux pour savoir si t'as vraiment 14 ans. Îți pune niște cerneale pe mâini și tu, după care îți lași următorul foaie, după care îți faci o radiografie să vadă vârsta ta. Asta înseamnă. Da, păi dacă eu sunt minor original, de ce să mă dau apre? Dacă eu sunt minor. Mais si je suis mineur, pourquoi j'aurais dit, je Ouais, dirais mais plus. comme t'as pas de papier, il faut bien qu'on le vérifie. Par contre, il faut lui dire que le simple refus est un délit. Hein. Mineurs ou pas, elles n'ont livré ni leur âge, ni leur identité. Placées en cellule, elles passeront la nuit au commissariat. Demain, elles seront déférées devant un juge. Une procédure qui ne semble pas les inquiéter beaucoup. Pour visualiser l'étendue des vols à la tire à Paris, les policiers de la BAC nous emmènent à un endroit qu'ils connaissent bien. Un tunnel dans lequel les pickpockets se débarrassent des portefeuilles une fois dépouillés de leur contenu. C'est un petit lieu un peu sordide. Et en fait, leur parcours, quand ils sortent de cette station-là où ils volent beaucoup, ils viennent ici et ils les jettent toujours au même endroit. Bon, forcément toujours dépouillés, donc il n'y a plus rien dedans. Des abris comme celui-là, il en existe partout aux alentours des bouches de métro. Il y en a 3 ou 4. Partout, tu vois. Donc voilà, on trouve des portefeuilles tous les jours comme ça et on les ramène à la caisse, gentiment. Mais c'est en France. Enfin, c'est un étudiant français. Banca Popolare, on a vu ça vient d'Italie. Tu te rends compte qu'ils ont volé un Roumain, quoi.
ils ont volé un Roumain, de Transylvanie. Leur butin quotidien. Et donc eux, le principe, c'est qu'ils prennent que l'argent. Des portefeuilles vides, les policiers en trouvent au moins une dizaine chaque semaine. C'est le problème de la justice des mineurs, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose. Nous, à notre niveau, on les interpelle, mais après on n'est pas décideur de ce qui se passe après. Ils sont relâchés, et puis on les rattrape, et puis ainsi de suite. Tribunal de grande instance de Paris, le lendemain. Les pickpockets arrêtés par la BAC métro la veille ressortent libres. Elles n'ont reçu aucune condamnation, seulement un rappel à la loi. Les jeunes filles ont accepté de répondre à nos questions. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit au tribunal? On ne sait pas bien voler, aller à l'école, pas voleuse. Pour vivre, vous faites comment? Voler, mendicité, vivre le parvis, mais le travail là c'est chaud. Des jeunes filles qui rêvent, disent-elles, d'aller à l'école et de mener une vie normale en France. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? Dans la vie, travailler, faire les coiffeuses, interprète. Io parlo italiano, benissimo, mangi mi figa, parlo bene italiano. Hai capito? Tu voudrais faire quoi? Travailler à restaurant, ma chef, boss. De jolis projets. En attendant, les trois adolescentes disparaissent dans les couloirs du métro parisien. Quelques jours plus tard, nous avons croisé à nouveau la jeune fille au t-shirt rayé. Elle continue à voler dans le métro. Pour les transporteurs, il existe un autre fléau, les tags. La SNCF et la RATP en recensent plusieurs dizaines de milliers par an. Des dégradations qui leur coûtent 6 millions d'euros chaque année. Pour combattre ce vandalisme, une unité spéciale a été créée en 2006, le groupe TAG. Damien fait partie de cette cellule. Loin d'être des adolescents en quête d'identité, certains taggeurs s'apparentent plus à des commandos ultra préparés qui n'hésitent pas à employer les techniques du grand banditisme. Les délinquants exhibent leur dégradation sur le net. Sur ces images amateurs, une bande s'approprie les voies des métros pour taguer en plein jour cette rame en marche. L'un de ces délinquants monte même sur le toit. En 6 ans, les policiers ont abattu un lourd travail d'enquête et fait tomber les plus grosses figures du milieu. On a affiché les taggers qui sont les plus gros bonnets en fait, entre guillemets, du graffiti vandal sur l'Île-de-France. Ensuite, on a affiché un peu l'exemple de certaines armes qu'on pouvait retrouver chez eux. C'est-à-dire des armes de poing, du taser, de la matraque télescopique, des bombes lacrymogènes, etc. C'est des gens qui sont armés. Heureusement, pas pour la plupart, mais on retrouve régulièrement des armes, régulièrement. Des groupes de graffeurs, parfois armés, qui entrent en toute illégalité sur les quais du métro parisien. Comme le montrent ces images de vidéosurveillance, ils n'ont qu'un seul but, taguer le plus de rames possible en un minimum de temps. Pour échapper à la police, les taggers ont des techniques bien rodées. Ils prennent des bombes. Les bombes font un certain bruit avec la bille qui est à l'intérieur. Et eux vont placer un aimant de forte capacité, en fait, derrière la bombe. Et quand ils vont actionner, la bille va rester collée au fond. Et il n'y aura plus aucun bruit lors de la position de la peinture sur le métro ou le train. Ces graffeurs empruntent des chemins inconnus du grand public. Damien nous emmène dans un tunnel au fond d'une station de métro. C'est un des parcours utilisés par les délinquants. Partout sur les murs, les stigmates de leur passage. On est à l'endroit où en général ils pénètrent, tout simplement. Ils pénètrent par la trappe qu'il y a là. Cette trappe donne sur une rue à l'extérieur. C'est par ici que les taggers entrent illégalement avec des clés volées. Normalement, c'est un accès de secours qui est réservé vraiment normalement aux pompiers ou à du personnel RATP. Et les personnes qui utilisent ces trappes-là
Bah forcément, elles le font par effraction avec des clés volées ou d'autres moyens d'effraction. Et elles descendent jusqu'ici pour aller dégrader du métro par graffiti. Des délinquants qui sont prêts à prendre tous les risques pour commettre leur dégradation. On a répertorié 2 à 3 morts par an, des graffeurs qui sont morts, soit par électrocution ou ils se font percuter tout simplement par des métros, des trains de travaux. Et ils prennent des risques démesurés pour du graffiti. Des jeunes qui risquent leur vie à chaque descente souterraine et ne se doutent pas toujours que ce rail central est extrêmement dangereux. Il transporte un courant continu de 700 volts. Au moindre contact, c'est la mort assurée. Pris dans leur peinture avec l'échelle, etc., ils glissent, ils tombent, ils se prennent le rail électrique ou alors ils font une mauvaise chute, ils se blessent sérieusement. Après, il faut savoir qu'ils sont là, il faut les extraire, etc. Vu qu'ils ont pénétré dans ces lieux de manière illicite, personne ne viendra spécialement à leur secours. Mais les souterrains et les métros parisiens ne sont pas les seules cibles de ces délinquants. Ils s'attaquent aussi au RER et aux trains de banlieue. Nous avons voulu comprendre ce qui animait ces teams de taggeurs. Un des groupes les plus actifs sévit en région parisienne. Ils ont accepté de nous rencontrer sous couvert d'anonymat et nous ont donné rendez-vous dans un dépôt SNCF en Seine-et-Marne. Il est 1h du matin. Voici le meneur du groupe. Nous l'appellerons Maxime. Ouais. Il rejoint ses acolytes, dissimulés dans les buissons. Là. D'accord, la forme. On va aller voir le trou s'il est toujours bon et on va revenir. À quelques dizaines de mètres, un train de banlieue que les taggeurs veulent attaquer. Des agents d'entretien sont en train de nettoyer les wagons. On va attendre qu'ils se déplacent de 1 ou 2 wagons vers la gauche. Comme ça, on peut rentrer dans le trou. On va se mettre dans le train qu'ils ont déjà nettoyé parce qu'on sait qu'ils ne reviendront pas dedans. Et on va les suivre du regard tout doucement, sans se faire voir. Jusqu'à ce qu'ils aillent 2 ou 3 trains plus loin. Avec le bruit des moteurs, ils ne nous entendront pas. Et là, on pourra commencer à sortir les bombes et ils n'entendront pas. Les odeurs, ils seront trop loin pour les sentir vu qu'on est en plein air. 1 heure plus tard, c'est l'heure de la pause pour les agents d'entretien. L'équipe de Vandal va passer à l'action en toute illégalité. Dès que le dernier se barre, on fonce, on y va direct, on perd même pas de temps. Une fois qu'on est dedans, après on est dedans, c'est bon. Vas-y, passe. Ouvre la porte du train. Vas-y, crame. Maintenant, on peut se détendre. Là, maintenant, on va ouvrir toutes les fenêtres. Comme ça nous permet de pouvoir regarder à gauche, à droite, sans devoir ouvrir les portes. Délinquant la nuit, Maxime, 24 ans, a un travail le jour. Vendeur dans un grand magasin. Cela fait 10 ans qu'il a intégré le milieu des taggeurs. Il a commencé en graffant des murs et s'est attaqué au train en 2006. Pourquoi vous taillez les trains? Pourquoi les trains plus qu'autre chose? Parce que, premièrement, c'est ce qui voyage le mieux. Donc, tu vas aller dans une ville, tu vas graffer un mur, tu vas faire un joli truc, certes. Mais si personne passe dans ta ville, personne ne le verra. Alors que le train, c'est lui qui voyage. Il n'y a pas mieux que le train et le métro. De toute façon, le roulant, dans le graffiti, il n'y a que les vrais qui le font. Les autres, ils restent dans leur terrain vague. Ils font leurs petites fresques avec des baleines qui se battent contre des dragons. On s'en bat les couilles de ça. Nous, on va te prendre un marqueur, on va te déchirer 3 wagons avec. Le train, il va arriver en station. La mamie, elle va voir le train arriver. Elle va se dire, mais il est défoncé, j'ai même pas envie de monter dedans, quoi. Et ça, moi, c'est ça, je kiffe. C'est le train, tu le défonces. On veut même pas faire des trucs beaux, quoi. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils voient mon train passer, ils se disent, ah putain, le bâtard, à lui, c'est mis bien. Voilà, moi, c'est ça que je veux. Les taggeurs ne sont pas venus qu'avec des pompes de peinture. Maxime et ses amis sont bien équipés pour se fondre dans le décor. C'est un gilet que j'ai volé dans un atelier de TGV. Donc c'est un gilet SNCF, il est marqué. C'est le vrai de vrai. Bon, là, je cache parce qu'il y a le nom du mec à qui je l'ai volé. Mais en plus, il a ma taille. D'habitude, c'est que des XL. Là, j'ai de la chance. Moi, je suis un petit gabarit. J'en ai trouvé un à ma taille. Donc, ça permet de loin. Si un mec qui a une tête de train, il a 50 mètres de moi, il va pas forcément voir la cagoule. Maman, il va voir le gilet. Donc, déjà, forcément, il va être un peu plus en confiance. Il va se dire peut-être c'est un collègue qui a oublié un truc. Et là, on est parti. À partir de ce moment-là, on peut plus faire marche arrière. Toute la bande s'élance vers le train. Et encore une fois, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Ça, c'est ma machette, ça.
sert à quoi? Ça va me servir s'il y a un imprévu qui n'était pas prévu. Je sais pas, mets-toi à la place d'un maître chien, tu vois un mec cagoulé qui arrive avec ça, t'as même pas envie de le serrer, tu vois, t'as même pas envie de lâcher ton chien, tu penses à sa santé. C'est pour éviter qu'il se passe un drame, que l'un d'entre nous se fasse serrer. Parce que si un mec se fait péter, ça nique la soirée de tout le monde. C'est-à-dire tout le monde a été incompétent, tu vois, y a pas d'autre terme. Et nous, on est venus ensemble, on repart ensemble, c'est comme ça que ça se passe. Maxime a donc en sa possession une arme blanche de 6e catégorie. Mais ce n'est pas tout. Il emporte avec lui un arsenal. J'ai le pistolet d'alarme. Ça te sert à quoi? C'est s'il faut dissuader quelqu'un, tu vois, je tire une balle en l'air. Et le mec, il sait pas si c'est un vrai ou un faux. Tu vois, déjà comme ça, tu vois, tu dirais que c'est un vrai. Le bruit, il est identique au vrai, il y a la déflagration. Donc ça, c'est vraiment dernier recours. Si le tagger est sur ses gardes, c'est qu'il risque gros. À son triste actif, plus de 400 trains tagués et une interpellation pour dégradation et violence. Aujourd'hui, il doit une somme faramineuse à la SNCF. Là maintenant, dans l'immédiat, là, vu la taille de mon graphe, ouais, 2500 €. Comme ça, à vue de nez, moi, je dois plus de 200 000 € à la SNCF. Ça s'approche presque plus de 300 même. Et tu vois, je continue quand même. J'ai un jugement qui arrive. Je me suis fait attraper. Bah, ils ont eu des preuves, tu vois. Je pouvais pas dire que c'était pas moi, j'ai dû avouer. Mais sinon, sans ça, il y en a qui s'en sortent mieux que moi. Il y en a qu'on... Ah, je pense pas. Il y a toujours le fuir à l'étranger. Il y en a beaucoup qui le font. Les mecs, ils changent de pays dans des pays qui extractent pas, des pays qui travaillent pas avec la France. Il y en a de plus en plus. Et moi, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je paierai jamais. Je les paierai pas. Maxime ne tague pas pour la beauté du geste. Il tient à apparaître comme l'un des caïds du milieu. Moi, je me revendique vandale, surtout. En plus, je fais une petite dédicace à la SNCF, tu vois, je fais un graphe karba, ça veut dire pute en arabe. Là, moi, dans le milieu du graffiti, même si je reste anonyme tout de suite, il y a des gens qui vont me reconnaître parce que voilà, j'ai roulé ma bosse. J'ai tapé à gauche, à droite. Et c'est un peu une façon d'exister, quoi. Sans ça, je serais monsieur tout le monde, tu vois. Je serais le voisin de mon voisin, le fils de mon père, le fils de ma mère, et stop. Là, moi, dans le milieu, j'ai un nom, j'ai une renommée. Et surtout, dans le graffiti, une renommée, ça se préserve et ça se gagne surtout. Des vandales mégalos et inconscients qui poussent même le vice jusqu'à prendre des photos de leur dégradation. Ça, c'est pour mon souvenir, je la prends tout de suite. Parce que si on doit se mettre à courir, c'est un coup, le train, il part direct au nettoyage et j'aurai pas de photos. Là, moi, j'ai la preuve et surtout, j'ai mon souvenir, quoi. Il est 3h du matin, la pause est terminée, les agents d'entretien font leur apparition. Donc là, on vient de défoncer le train, il y a le nettoyeur qui est là-bas. Ça empêche pas mon pote de prendre les photos, tu vois. Maintenant, le mec, il fait rien, il voit qu'on est en masse, il est tout seul. Ils auraient été 10 ou s'il fait le fou, maintenant je sors la machette, tu vois. Bah là, pour l'instant, c'est pas nécessaire. En 5 minutes, on a le temps de retourner 2 trains, il y a 5 panels, pour moi, la soirée, elle est gagnée. Tout le monde est entier, le nettoyeur, il avance vers nous, mais on s'en bat les couilles, il est tout seul. Donc là, maintenant, on s'arrache. Les vandales sont satisfaits de leur dégradation. Un coup dur pour la SNCF Vas-y, passe. et pour les nettoyeurs qui découvrent l'ampleur des dégâts. Là, le principal, c'est qu'on est du bon côté du grillage. Eux, ils sont là, ils sont en train de regarder nos graphes, ils respirent encore la peinture toute fraîche. Personne ne s'est fait attraper, la soirée, elle est gagnée. S'ils s'étaient fait prendre par la police ferroviaire, les taggers risquaient gros, une amende de 100 000 € et 7 ans de prison. Retour au groupe TAG. Damien et son équipe se sont penchés sur un autre dossier. Depuis quelques mois, les policiers ont concentré leurs investigations sur un nouveau type de vandalisme. On a constaté notamment une apparition d'un nouveau phénomène. Au-delà de la peinture, ils se sont mis à faire du gravage, donc avec des pierres ponces, avec du tournevis, du couteau. Le groupe TAG enquête sur un jeune graveur de 22 ans. Son pseudo, Auric. D'abord graffeur en banlieue parisienne, Auric grave maintenant les vitres des RER. En l'espace de quelques mois seulement, ses dégâts sont considérables. On a à peu près 2000 faits de dégradation.
puisqu'il a gravé toutes les vitres de pratiquement tous les trains de la zone Est. Tous les trains de la zone Est, c'est-à-dire 53 trains. Pour la SNCF, le préjudice financier est énorme. À peu près 550 000 €. Donc 1 demi-million pour une personne. C'est un préjudice qui est énorme, mais c'est à la hauteur de ce qu'il a pu faire. Parce que là, on ne rentre pas du tout dans une démarche artistique, on est dans une démarche de mégalomanie et de reconnaissance vis-à-vis des autres tigers, de par sa gravure et voir son signe de reconnaissance visible de tous. Et le travail du graffeur mégalomane est en effet très visible. Pour nous montrer l'ampleur des dégâts, Damien nous emmène à la station Magenta, près de la gare de l'Est. Il y en a au-dessus ? Là, on va remonter. Un premier train est entré en gare, et déjà les policiers repèrent le blaze d'Auric sur une vitre. Dans le jargon, le blaze est la signature du tagger. Rien que dans cette rame, choisie au hasard, on en compte déjà 3. Aussi. Et là, la vitre, on n'a plus qu'à la changer, parce que c'est indélébile. Ça coûte très cher. En moyenne, tout dépend après de la dimension de la vitre, mais c'est vrai qu'on avait compté en moyenne, c'était 1 000 € la vitre. Demain, c'est le grand jour. Après 2 mois d'investigation, le groupe TAG a réussi à identifier Auric. À 6 h, ils vont l'interpeller à son domicile. « 5 h du matin, au commissariat du 18e arrondissement de Paris, le groupe TAG est sur le pied de guerre. Dans 1 heure, il compte bien interpeller Auric, le graveur de vitres, aux 2000 faits. On prend un bélier quand même. Je vais te prendre un bélier, s'il te plaît. Le jeune homme ne fait a priori pas partie d'un groupe ultra-violent, mais les policiers préfèrent prendre leurs précautions. A priori, on va lui demander d'ouvrir, et puis s'il refuse, on devra casser la porte. Pour cette opération spéciale, la commissaire du département judiciaire est de la partie. Il y a du monde dans l'appartement? Je sais pas. Seul ou c'est chez ses parents? C'est le domicile parental? Sa copine. Il est avec sa copine. Sa copine? Et les parents? D'accord. Là, si tout le monde est prêt, on y va. Qui c'est qui ouvre la marche? Tout à fait. Il est 5 h 30 du matin. Direction, une petite ville des Yvelines, en banlieue parisienne. Il est 5h30, ça commence à être blindé. Après 40 minutes de route, les policiers espèrent cueillir Auric au saut du lit. Police, ouvrez! Ça ouvre. Allez, ça rentre. Bonjour, c'est la police. Ouvrez. Tourne-toi. Fabien, tu sais pourquoi on vient? C'est GDN, c'est Gare du Nord, ça te va? Tu sais pourquoi on vient? Oui, je sais pourquoi. Bon. T'es en garde à vue. Oui. Pour dégradation volontaire, Voilà. de biens privés à usage public, pénétration illicite dans des zones protégées. Donc, comment ça va se passer? C'est que tu vas venir avec nous sur Paname? On va t'entendre sur le fait? Le jeune homme n'a pas l'air surpris. À 22 ans, il est déjà connu des services de police pour d'autres graffitis. La perquisition du domicile ne donne pas grand-chose, seulement quelques anciens feutres utilisés pour le tag. On va descendre. On descend. On va aller jusqu'à la cave. Mais les policiers vont s'intéresser à la cave du délinquant présumé. On va y trouver quelque chose ou pas? C'est le bordel aussi, mais c'est parce que c'est une petite cave. Juste reste en extérieur 2 secondes. Vous voulez que j'allume la lumière peut-être? Il y a une lumière interne? On va l'allumer, je vais pas faire exploser quelque chose. Et la surprise, les policiers découvrent des dizaines de bombes et l'équipement du parfait graveur. Là, c'est le festival. Pas utile. Je vous fais passer. La vache, c'est lourd. Autant de matériel qui correspondrait aux dégradations constatées depuis des mois sur les RER. Tiens, ça. Juste sors. Auric reste silencieux, Tu te retournes, s'il te plaît. mais il va devoir s'expliquer. De retour au commissariat, Damien doit compter les bombes saisies dans la cave d'Auric. Une belle prise pour le groupe TAG. 84 bombes.
papier de verre, cutter. Auric n'en est pas à son coup d'essai. En 2007, il a déjà été condamné pour ses graffitis. 5 ans plus tard, il risque beaucoup plus gros. Dans quelques minutes, il va comprendre que sa vie va changer. Comment tu l'as choisi ce pseudo? En fonction des lettres. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je voulais un enchaînement avec un E et un A, je voulais un K pour la fin, j'aimais bien le R. Auric, un pseudo sorti tout droit de l'imagination de ce jeune homme de 22 ans. Auric ne se revendique pas comme un anarchiste. Son mobile était beaucoup plus dérisoire. Je fais ça surtout devant des jeunes ou surtout des filles. Parce que... Genre le mec. Genre le mec? Pour faire genre... Voilà, je suis un mec qui fait du graffiti. C'était ça un peu. C'est pour ça que je suis rentré dans le graffiti. C'était pas pour... Parce que je suis un voyou, c'était pour... une espèce de quête d'adolescent. Une quête d'adolescent qui va lui coûter cher. Auric ne connaît pas encore le montant de la facture, mais il va découvrir que sa façon de draguer va lui coûter une fortune. Là, en gravure, t'en as pour 532 335 €. Répétez. 532 335 €. Ouais. Tu t'y attendais à une note comme ça ou pas? Non, absolument pas. La dernière note que j'ai eue pour graffiti, c'était 10 000 €. Je trouvais ça déjà énorme. Là, je pourrais jamais payer. Là, moi, je gagne 600 € par mois. Là, ma vie est terminée, donc je m'en... Non, mais c'est pas ta vie est terminée. Faut pas exagérer. Là, alors, comment faire? Non, mais... Ça... On est d'accord. Je t'explique. Après, moi, je suis pas juge, je suis pas d'accord. Je me doute bien que t'as pas un salaire... Entre moi et la SNCF, qu'est-ce que je veux dire pour ma défense? Je suis la plus grosse somme de tout le monde, là? Non. Ah, dommage. Où on en est, attends, Auric ne détrônera pas les 800 000 € de préjudice d'un ancien tagueur, mais il rafle tout de même la seconde place avec 532 000 €. Une somme considérable qu'il aura du mal à payer. Tout dépend ce que le juge statuera, hein, mais après, s'il doit payer soit une partie, soit la totalité ou quoi que ce soit, il devra se faire certainement prélever chaque mois. Mais dans un sens, il a déjà été condamné pour des faits de dégradation. Il a déjà dû payer 10 000 € à la société SNCF pour le même type de fait. Il savait très bien ce qu'il encourait et il persistait dans sa démarche. En cellule, la pilule est dure à avaler pour le jeune homme. Le tagueur avait selon lui décidé de reprendre ses études pour devenir professeur d'histoire. Il réfléchit déjà à des solutions pour ne pas payer les 532 000 €. Si aller en prison, ça peut m'empêcher de payer 500 000 € d'amende. Moi, ça me dérange pas de faire de la prison. 1 an de prison, ou je sais pas combien, mais à mon avis, c'est en termes de mois. Mais je préfère faire de la prison que de payer pendant toute ma vie et dire hey, tu veux te marier avec moi? Regarde, j'ai 500 000 € de dette. Non, voilà. Je préfère aller en prison, tout ça. Mais ça marche pas comme ça. La SNCF ne fera pas ça. Elle gardera ses 500 000 €, elle veut son argent. Elle veut son argent. Auric a bénéficié d'un report d'audience pour préparer sa défense. S'il veut échapper à la sanction financière, il risque 3 ans de prison. À 22 ans, son avenir est incertain. Depuis quelques années, des milliers d'usagers sont victimes d'un nouveau type de vol avec violence. Des voyous s'en prennent à leur téléphone portable. Depuis l'arrivée des smartphones, les vols à l'arraché ne cessent de grimper. Ces bijoux de technologie se vendent entre 500 et 700 € dans le commerce. Ils sont devenus une marchandise convoitée des voleurs. Dans le métro, on recense plus de 30 vols de téléphone par jour. Nous sommes à la station Barbès-Rochechouart, à quelques pas de Montmartre, sur la ligne 2. Barbès, au lieu de la contrebande de cigarettes, du trafic de papier et aussi de stupéfiants. La BAC métro est en patrouille. Aux caméras, GG a repéré un groupe de jeunes garçons au tripode. Les tripodes, ce sont les portillons de la RATP. Tom, Guillaume et David sont postés sur les quais du métro aérien. Et il ne faut pas attendre très longtemps avant que le groupe ne passe à l'action. Les voleurs ont une technique bien rodée. D'abord, ils repèrent leurs victimes à l'entrée de la station. Ce touriste chargé de bagages est une cible idéale. Les voleurs lui proposent de l'aider à passer le portillon. Pendant que le garçon au premier plan fait diversion, le second ouvre son sac. La BAC part à la poursuite du touriste pour qu'il porte plainte.
Il y avait des personnes derrière vous. Regardez bien si vous avez un volet, dépêchez-vous. C'est bon. Les portables, j'ai mis le porte-monnaie. J'ai dit, j'ai 3 cm dans votre poche. Non, j'ai rien senti du tout. Je fais juste derrière vous, comme vous êtes. Non, j'ai regardé mon billet de train, j'ai mon portable à l'intérieur, oui. J'ai mon portable. C'est ça là. Vous avez rien là-dedans là. C'est ça qui est ouvert. Non, j'avais rien là-dedans. Ouais, c'est ça qu'il a ouvert. Le jeune homme ne s'est rendu compte de rien, mais il a eu de la chance. Les voleurs ont ouvert une poche vide. C'est le genre de petit gars là, avec même des sacs. Un peu en panique avec des sacs. Les hommes de la BAC remontent très vite sur les quais. Les voleurs ont repéré une autre cible. La voici, cette dame, avec sa fille. Les 3 jeunes lui emboîtent le pas. Ils vont très vite l'encercler. Et regardez, un premier individu lui bloque le passage, pendant que le voleur en profite pour lui faire les poches. Cette fois-ci, il dérobe ce qu'il cherchait, un smartphone blanc, qu'il donne à son complice. Mais la victime constate le vol, elle fait demi-tour et vient réclamer son portable. Le voleur semble s'excuser et, contre toute attente, lui rend. Malgré tout, les policiers vont agir. GG donne le top départ à ses coéquipiers. Tom, Guillaume et David interviennent en moins de 15 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Le téléphone, ils lui ont rendu juste au moment où on a le téléphone de la dame. Ouais, c'est bon. C'est vol, d'accord. En fait, ils lui ont pris son téléphone, comme elle s'en est rendu compte. Ils lui ont rendu, mais il y a le vol dedans. Parce que si elle s'en rend pas compte, c'est pas entamé. Aux yeux de la loi, une tentative de vol est considérée et sanctionnée comme un vol. Même si les voleurs ont rendu le téléphone, la victime va pouvoir déposer plainte. Vous avez senti, madame, ce qui s'est passé? Non, j'ai rien senti en fait. C'est heureux hasard que j'ai mis ma main dans la poche en même temps que je voulais appeler la massage. J'ai juste été bloquée au passage du métro. C'est à ce moment-là qu'ils vous l'ont dérobé. Les auteurs, des mineurs, sont placés en garde à vue pour vol en réunion, puis déférés devant le parquet. Un mois plus tard, ils ont été jugés et placés en centre éducatif pendant 1 an. Dans la loi, les faits de vol en réunion sont punis de 5 à 10 ans de prison. Dans un instant, vol de portable à l'arraché. Chaque jour, plusieurs dizaines de victimes dans le métro et le RER. Les voleurs s'attaquent au smartphone. Une unité spéciale a été créée, l'UAR, spécialisée dans les flagrants délits en banlieue. Il est où le téléphone? On ne continue plus le train. D'accord? On t'a vu en ration, ok? Non, merci pas moi. Mais que deviennent ces téléphones portables une fois dérobés? Une plateforme de commerce illégal s'est installée à la station Châtelet-Les Halles. Ici, une transaction toutes les 30 minutes. 100 balles. Non. Dans le métro, les femmes ne sont jamais à l'abri des délinquants sexuels. On les appelle les frotteurs. Regarde pas, Paul, tu bouges pas. Les voleurs de téléphones portables sévissent également dans les transports en banlieue. Depuis 2004, une unité a été créée. L'UAR, l'unité d'appui au réseau ferré. Au sein de cette section, 42 policiers déployés sur les 5 lignes du RER, le réseau express régional. Top interpelle, Momo, à droite. Bouge pas, on va faire une vérif, ça va bien se passer. Tu joues au con, ça va bien se passer. Leur mission, la lutte anticriminalité. Nous suivrons le gardien de la paix Raphaël, le brigadier Sandro et le gardien de la paix Pierre. C'est en banlieue que 50% des vols à l'arraché sont commis. Des vols traumatisants pour les victimes. Sur ces images de vidéosurveillance, des bandes arpentent les quais des RER à la recherche de téléphones portables ou de bijoux. Souvent dissimulés sous des capuches ou des casquettes, les individus n'hésitent pas à entrer dans les rames pour choisir leurs victimes. Ce jeune homme en noir entre une première fois dans un wagon
puis ressort quelques secondes plus tard pour en ratisser un autre. Son complice, ici en sweat gris, reste sur le quai pour guetter les policiers. Lorsque les voleurs trouvent enfin l'objet convoité, ils attendent le dernier moment juste avant que les portes ne se referment pour dérober leur butin et s'enfuir en courant. La victime n'a pas le temps de réagir, le train redémarre. Des vols tels que celui-ci, il y en a 10 par jour en région parisienne. Le capitaine Lamouret et ses hommes veulent mettre un terme à ces agressions. Oui, frappe vite, c'est leur sécurité aussi. Hein. C'est-à-dire que moins ils vont passer de temps dans la gare, moins ils ont de chances d'être repérés. Donc le but pour eux, c'est d'arriver et de faire le plus rapidement possible un maximum de vols de téléphone, puisque tous les vols qu'on a répertoriés sur ce secteur-là portent sur des téléphones. Pas de questions? Ensemble, bravo. Bonne soirée, repos, à votre service. Il est 20h, l'équipe de Sandro part en patrouille. Leur secteur, le RER E, une ligne qui dessert le 93, département de la Seine-Saint-Denis. Nous, on fait toute l'île de France, mais après, c'est vrai que voilà, le RER E, ça fait partie des RER où on a pas mal de faits, on a pas mal de vols violents, donc ouais, ça nous concerne pas mal. Et voilà, on y est assez souvent, quoi, ouais. Pour mieux se mêler aux usagers, les policiers patrouillent en civil. Au programme, de nombreux allers-retours sur la ligne. À chaque station, Sandro et son équipe chassent le moindre comportement suspect, le moindre groupe susceptible de commettre un délit. L'UAR arrive à la station Noisy-le-Sec, quand soudain, un groupe de jeunes monte dans le RER. Ils sont plus d'une dizaine. Nerveux, ils font de nombreux va-et-vient dans les wagons. Mais il y a un problème. Sandro connaît un des individus. Il l'a arrêté quelques jours plus tôt pour un vol de bijoux dans le RER. Ouais, c'est mort. C'est mort. S'il se retourne, c'est mort. Si le jeune homme reconnaît le policier, tout le dispositif est compromis. Je t'ai dit, il fallait pas faire le mec. Mais cramer sur le mec. Franchement, il faudrait limite qu'on change de rame, mec. Ah, il revient, mec, putain. Mais l'individu est trop occupé à chercher des victimes. Il ne remarque pas la présence des 6 policiers dans la rame. Ça sort. Vas-y, ça va descendre. Je pense que derrière, ça va descendre aussi. La bande de jeunes sort à la station Pantin. Vas-y, notre gars, il est là. Fais gaffe, il est là, il est à gauche. Juste avant que le train ne reparte, les policiers entendent un cri. Putain, ça vient d'arracher, mec, ça vient d'arracher. Vas-y, doucement. Là, dans notre rame, mec, dans notre rame, ça vient d'arracher, je crois. Tire le signal. Ça, je sais pas, je crois que ça a arraché, mec. Non, mais là, devant. On descend. Un qui reste avec la cave, Manu, reste. Va, vois si ça a arraché. Non, là, Foun, ça a arraché. Là, ça a arraché. Ou ça a arraché ou c'est une tentative. Manu, l'un des policiers, reste dans le train, à la recherche de la victime potentielle. Il est arrivé vers la meuf, il a fait ça, la meuf, elle a gueulé. Et puis, je pense que c'est une tente. Il y a personne dans le train? Si, il y a Manu. Eh ben putain, mais faut y aller là. Le mec, il a Les policiers ne savent toujours pas si la tentative de vol a réussi. En attendant des nouvelles de Manu, l'équipe de Sandro suit la bande à bonne distance. C'est quoi, c'est une tente ou ça a pris. Putain. Je te dis. J'en prends 4 et on va essayer de les contourner. Parce que comment ils vont nous voir arriver. Ils vont peut-être revenir, ils sont tous en bas, les gars. Ils sont juste là. Franchement, ils sont juste là. Attends, les gars, on n'est pas assez nombreux. Ils sont où, là, serrés? La victime a été retrouvée dans le train. Elle vient de se faire voler un smartphone. Sandro veut interpeller les individus. Il appelle des renforts. Bonjour, c'est les collègues de la BRF, là. Ouais, dis-moi, on vient d'assister à un vol à l'arraché, là. On a au moins une quinzaine de blacks, là, qui sont descendus à la station Pantin, à la gare de Pantin. Là, ils sont en train de descendre la rue du Débarcadère. Est-ce que tu peux nous envoyer des civils, s'il te plaît? Rapidement, parce qu'en fait, on n'est pas assez nombreux pour les interpeller. Les mecs, on les a en visu, mais de loin. Et voilà, en fait, il faudrait procéder aux interpellations. On peut partir de là, parce qu'ils vont partir en point, là. Là, on les a vus. Donc, ils sont rue du Débarcadère. Ils sont au bout de la rue du Débarcadère. C'était avec eux, ça, dans le train? Non, mais non, on le voit. Par contre, les gars, il faut les garder en visu. Faut pas qu'on les perde. Les gars, on suit quand même. Faut pas qu'on les perde. Des policiers de Pantin arrivent très rapidement.
Ah, on a des collègues. On est collègues, c'est tout au fond. Ouais. Attendez, on passe. Ça arrache un iPhone. Le top départ est donné. Lâche tes mains. C'est bon, casquette rouge. Lâche les mains. Où le téléphone? C'est bon, je Samy. C'est bon, Fais espèce. Le jeune se débat, mais il est très vite maîtrisé par les policiers. Oh putain. C'est bon. Yes. Tout comme les 14 autres individus. Pierre veut retrouver le téléphone. Il isole le jeune interpellé. On est où le téléphone? On te suit depuis le train. D'accord. On t'a vu en ratio, ok? T'as vu de ma mère, c'est pas moi. Il est où le téléphone? Ouais, il est où? Il est où? C'est un Renault, regardez sur lequel? Lequel? Je dis pas que c'est toi. La vie de ma mère, vous avez... C'est lequel? C'est lequel? Dépêche-toi. Il a des communs. Un chrono. Il a des communs. Ouais, il a des communs grises. Vas-y, j'y vais. Bouge pas, mec, bouge pas. Sandro vérifie. Rien dans les poches du suspect. T'as pas le téléphone, toi? J'ai pas de téléphone, ouais. T'es sûr, mec? T'es sûr? Je suis sûr. Fouille, mais... regarde aux alentours. Il a peut-être balancé au moment où vous les avez... Et c'est un policier en tenue qui annonce la bonne nouvelle à ses collègues. Nickel. On s'en fout. Alors, ouais. Il y a un là parmi les deux là. C'est lui. Entre les deux là. Les gars, arrache le téléphone. J'ai pas pris. On t'a vu avec la casquette rouge là. Vous avez fait une confrontation. Ok, vous avez fait une confrontation quoi. On va faire une confrontation. On va faire 15 interpellés en une soirée. Pour Pierre, c'est un beau travail d'équipe. 15 individus, 15 interpellés, on a le téléphone, on a la victime. Aucune fuite, 100% de réussite, c'est génial. Direction le commissariat de Bobigny, dans le 93. Les policiers doivent à présent attendre la décision du parquet. Que va décider le procureur? La victime est soulagée, elle récupérera son téléphone le lendemain matin. Vous n'êtes pas blessé, rien du tout? Non, vraiment, là, pour le coup, ça a été un vol. Vous étiez au... J'étais en train d'envoyer un mail. Envoyer un texte. Merci, en tout cas. Attention à vous. Oui, non, mais maintenant, je vais faire un petit peu plus attention, effectivement, ça m'apprendra. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Un peu plus tard dans la nuit, le parquet a décidé de placer 2 des individus en garde à vue, le voleur et son complice qui a bloqué les portes du RER. Les 13 autres personnes sont convoquées quelques jours plus tard au commissariat pour être entendues sur les faits. Bon, je vous convoque les gars, quand vous venez, sinon ça va chier grave. Si vous venez pas, c'est pas bon. D'accord? Ok, si on vient pas, c'est perdu à 16h du mat, on le soulève du coussin, t'as les notes. T'as tout compris. Je vais montrer. Ça, allez, vas-y. Voilà. Et les gars, Weston, c'est plus un conseil, c'est une obligation, faut venir à ce Weston, on tient bien Weston. Finalement, l'un des 2 auteurs principaux a été directement relié à 5 autres plaintes à la suite de cette affaire. Il est en attente de son jugement. Mais que deviennent ces téléphones portables une fois volés? Une filière bien organisée opère dans le centre de Paris. Châtelet-Les Halles. Cette station est la plaque tournante du commerce illégal des téléphones portables. 5 lignes de métro et 3 lignes de RER convergent ici. Plus de 500 000 personnes transitent chaque jour dans cette station. Au 2e étage, des groupes d'hommes d'une quarantaine d'années squattent toute la journée. Ce sont des receleurs qui attendent le client. Ils rachètent des téléphones volés. Raphaël de l'UAR connaît bien les receleurs. Il les contrôle fréquemment. Vous avez combien de téléphones sur vous, monsieur? Châtelet et Halles, si on devait donner une moyenne sur les grosses journées, on a à peu près une transaction toutes les demi-heures. Il suffit de rester regarder et il suffit de voir les groupes qui arrivent de banlieue et qui viennent prendre contact avec, ça prend contact, ça discute, ça disparaît sur les quais ou un peu plus loin. Ils font jamais ça ici, parce qu'ils savent très bien qu'il y a les caméras et que c'est surveillé. Une délinquance organisée qui mise tout sur la rapidité des transactions pour ne pas se faire prendre par les forces de l'ordre.
Là, ils ont tous en moyenne entre 200 et 900 euros en espèces sur eux pour acheter les téléphones. Donc les billets sont déjà triés. Donc les billets sont pliés les uns entre les autres par coupure de 50, 200 euros. Et voilà, c'est le business à longueur de journée. Comment se passent ces transactions entre voleurs et receleurs? Pour le savoir, nous décidons de leur vendre un smartphone que nous avons acheté. Notre journaliste va se faire passer pour un voleur. Équipé d'une caméra discrète, il va entrer en contact avec les receleurs. Il suffit de tourner un peu dans les couloirs, et au bout de quelques minutes seulement, un receleur s'approche. Ça c'est important peut-être. Il amène notre journaliste à l'abri des caméras placées dans la station. La puce en question, le receleur va se la procurer à la surface, auprès de ses complices. Puce qu'il insère ensuite pour vérifier l'état de fonctionnement de l'appareil. Un smartphone 8 Go, notre journaliste en demande 150 euros. Ça c'est limite. Si j'ai la même idée là-bas, moi je vais essayer. Faire un peu de marché. Ça carré. Moi je peux avoir beaucoup de temps. Le receleur ne lâche rien. Le prix est de 80 euros pour ce modèle. Il entraîne quand même notre journaliste dans un ascenseur, toujours à l'abri des caméras. Et il continue à marchander. 100 balles. Non. Je l'avais dit ça. Laisse tomber, laisse tomber. C'est pas la peine. C'est dur. C'est pas que c'est dur. Il y a trop de dur. C'est dur. C'est pas fait cramer les gens. C'est ça, Finalement, le receleur va racheter notre smartphone pour 100 euros. L'individu prend soin de cacher le téléphone. Cache l'argent parce qu'il y a des civils qui vont me contrôler. T'as vendu quoi? Ouais, il y a trop de civils dans la gare. La transaction est terminée. Elle a duré moins de 10 minutes. De l'argent facilement gagné pour les voleurs, qui en revendent plusieurs dans la journée. Le téléphone, lui, sera probablement expédié et revendu de l'autre côté de la Méditerranée, comme nous l'a indiqué le receleur. Le lendemain, l'équipe de Raphaël est en planque à Châtelet. Nous sommes mercredi, journée de grande affluence. On a 3 boules. Commence à y avoir de l'activité, c'est bon pour nous ça. Les hommes de l'UAR viennent de repérer un individu susceptible de revendre un téléphone. Oh là là, ça prend contact avec le receleur. Ça y est, ça vient de checker. Il y en a un qui vient de checker, putain. Raphaël vient de voir la prise de contact. Il n'y a pas une seconde à perdre. Les policiers doivent les interpeller en flagrant délit. Bonjour, c'est la police. Vous allez venir avec nous, s'il vous plaît? Oui, tous les trois, c'est un contrôle de police. Venez sur le côté, s'il vous plaît. D'accord? Monsieur, venez, s'il vous plaît. C'est le monsieur qui a le téléphone à la main. Tous les trois, vous venez avec nous. Les contrôles vont se faire à l'abri des regards derrière des vitres sans teint. Raphaël est sûr de lui. Il a vu toute la scène. Il est en train d'ouvrir le Blackberry. Mettez-vous sur le côté, monsieur. Monsieur aussi, s'il vous plaît. Rien dangereux, rien interdit. Ok, impeccable. Vous me posez le téléphone par terre, s'il vous plaît. Ok, vous vous tournez face au mur. Voilà, impeccable. On met la sacoche.
Sortez le téléphone que vous avez dans les poches. Les individus sont en possession de 3 téléphones portables et de 160 €. Raphaël décide de clarifier l'histoire au commissariat. On a un monsieur qui est trouvé porteur de ce téléphone-là qui me dit immédiatement c'est pas à moi, c'est au monsieur d'à côté. Et le monsieur d'à côté qui commence à dire oui c'est à moi mais c'est aussi à mon copain, c'est à nous deux, bref, c'est pas très clair. C'est un téléphone qui est sans carte SIM et sans batterie, donc on n'a pas moyen de l'allumer pour voir voir s'il y a éventuellement un code et si le monsieur a le code. Donc on va voir nous au niveau des fichiers déjà si ce téléphone-là ressort volé. Donc on en profite pour passer le contrôle sur le monsieur d'à côté qui se trouve en possession de ces 2 téléphones-là, qui sont le Samsung Note, qui est un des derniers modèles, et un iPhone 4. Avec une petite particularité pour cet iPhone-là, c'est qu'il est écrit intégralement en chinois et que les messieurs n'ont pas l'air spécialement asiatiques. Alors, je ne veux pas mettre en doute les compétences linguistiques ou littéraires du monsieur, mais bon, ça laisse quand même supposer qu'il y a peut-être un doute sur la provenance du téléphone. Jean-Philippe va contrôler la provenance des téléphones avec leur numéro IMEI, c'est-à-dire leur numéro de série. Le troisième, 359 575, qui était positif. Et le fichier livre rapidement une réponse au policier. Dans le fichier, le téléphone ressort volé à la date du 6 avril 2012. Voilà. Donc le bilan, là on a 3 téléphones. Donc on a le Samsung Galaxy Note qui visiblement est très récent. Donc pour le moment on lui ressort pas. Maintenant, de toute façon on fera ressortir les numéros dans la procédure parce qu'il peut très bien avoir été volé très récemment et peut être encore déclaré. Et le plus problématique pour nous, ça va être celui-là parce que sachant que l'écran de présentation est en chinois, c'est quand même assez curieux. Donc même chose, pour le moment il semble pas être ressorti volé. Au niveau du judiciaire, les investigations montreront si effectivement une personne asiatique était victime d'un vol récemment et puis on aura l'identité et on saura à qui il est. Le receleur, c'est-à-dire la personne qui détient sciemment et frauduleusement le produit d'un vol, ainsi que le détenteur du portable, vont être conduits au commissariat. Le troisième n'aurait rien à voir dans l'histoire. Les policiers veulent le relâcher, mais curieusement, il veut rester. Je vais rester derrière. Monsieur. Pour dormir, j'ai rien à faire toute la journée. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que vous savez lire le français? Non, je ne sais pas lire le français. D'accord. Je vous le lis? Non, je ne sais pas lire. Non, mais moi, je peux vous le lire. Oui. D'accord. Donc, monsieur Evidis, d'accord, quitte les locaux sans incident. C'est juste ça. Oui, mais j'ai pas... Si vous êtes d'accord, oui. vous signez. Oui. Si vous voulez rester avec les gens... C'est pas grave, j'ai préféré rester avec eux. C'est pas grave, je vais rester ici. Je sais pas. Et monsieur, c'est pas grave, c'est pas grave, refuse de signer. C'est pas grave, je reste. Refuse de signer. L'homme vexé de s'être fait interpeller refuse de coopérer. Il ne comprend pas qu'une simple signature administrative peut lui rendre sa liberté. Écoutez-moi, c'est pas grave. vos acolytes là, on les interpelle. Oui. Vous avez compris? Les menottes, toutes les claques Kodak, ils vont aller en zonzon. C'est pas grave, vous me mettez les manettes. Mais vous avez rien à voir, vous sortez des locaux. C'est pas grave. Moi, monsieur, je préférerais rester, je signe pas. Bon, monsieur reste avec nous, Évangile. C'est pas grave. Voilà. L'individu va être menotté. Cette fois, il demande à partir. Trop tard. Il sera interrogé comme ses amis au commissariat de l'Évangile, dans le 18e arrondissement. Non, vous m'avez pas le droit de mettre les manettes. J'ai pas le droit. Non. Vous avez conduit dans un véhicule de police. Vous avez refusé de repartir, vous allez venir avec Oui, nous. mais non, parce que là, dans les... Excuse-moi. Donne, je signe. Le petit, il a dit le téléphone est Donne, je signe. Parce que le téléphone. Je vais signer. Non, c'est trop tard, monsieur. Je vais signer. Non, vous venez ici. Je vais signer. Non, c'est trop tard, monsieur. C'est pas la carte. Vous êtes pas chez McDo, là. Mais si. Non, Vous êtes pas chez McDo. Vous êtes pas chez McDo. C'est bon, je vais signer. Vous êtes pas chez McDo, monsieur. Le réfractaire est maîtrisé. Tout le monde va être conduit au commissariat. Motif, recel de vol de portable. Entre-temps, la victime a été retrouvée. On a le portable et la victime. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le lien entre les deux en espérant que le vendeur du téléphone soit bien le voleur. Les receleurs seront convoqués plus tard dans la semaine. La victime, quant à elle, a retrouvé son portable, mais elle n'a pas pu identifier les auteurs du vol. Dans la loi, le recel est puni de 5 ans de prison. Il est 20h. Retour avec l'équipe de Sandro. Les policiers reprennent le service. Direction Nanterre Université, sur la ligne A du RER. Depuis plusieurs semaines, les vols à l'arraché se sont multipliés aux abords de la faculté. 15 faits ont été recensés en un mois. Il faut faire gaffe parce que des fois ça passe là pour rejoindre la... Pour mettre fin à ces agressions, l'UAR a monté un dispositif. Les équipes se répartissent sur les quais et dans la cité universitaire. Objectif, faire un flagrant délit. Très vite, les policiers pensent apercevoir
des individus au comportement étrange. Apparemment, il y aurait 2 mecs qui pourraient correspondre à nos gars. Donc, ils sont sur le quai. Pour l'instant, ils ne sont pas capuchés, rien du tout. Donc on ne sait pas ce qu'ils font, mais ils sont en train de téléphoner. Alors peut-être qu'ils téléphonent à leurs collègues pour se rejoindre, quoi. Donc apparemment, ça serait eux. Ça serait vraiment ce qu'on cherche, quoi. Donc j'espère, on va voir. Les suspects montent dans les wagons. Des policiers en civil les suivent discrètement. Pour l'instant, c'est pas capuché, rien du tout, donc ça cherche pas à travailler. Finalement, le groupe ne reviendra pas à Nanterre Université. Mais l'UAR va rester jusque tard dans la nuit. Et à minuit, les policiers entendent une femme crier. Très vite, ils interpellent un jeune homme qui viendrait de voler un téléphone. Il est où le téléphone? Il est où? J'ai pas volé, mais il est où? J'ai rien volé, monsieur. Mais je vous le jure, j'ai pas volé le téléphone. C'est pas bon. Vas-y, relève-toi. Mais monsieur, attendez. Ah, vous ne faites pas, je relève. L'amie de la victime a assisté à toute la scène. Elle a même tenté de rattraper le voleur. Il est où le téléphone? Il est où le téléphone? Ah, c'est pas toi. Il y en a un qui garde la victime. On vient de tout voir parce qu'il y a 2 secondes, mais c'est pas toi. C'est qui? Il y en a un qui... L'autre là. Il est où? Viens, on va aller voir. Il est porté pour ça te fait plaisir? C'est ça, on te dit, je t'aime ça, hein. Tu sais, des petits portables de merde là. Je suis tombée pour de la bœuf, je vendais de la bœuf, là je viens de tomber sur tes content. Les jeunes filles sortaient d'une soirée. Un peu alcoolisées, elles sont sous le choc. Ça, c'est des bâtards, c'est enculés, ils sont en train de troisième fois, mais je pas. Et moi, je dis, on est en train de marcher, mais c'est facile. Il est arrivé, il m'a tordu le poignet. D'accord. C'est le mec, on l'a attrapé le gars. Il n'y a pas de souci. Maintenant, vous allez venir déposer plainte avec nous, d'accord? C'est une cigarette. Maintenant, je pense que le téléphone portable, il l'a balancé dans les buissons. Pas le temps de chercher le téléphone de la victime, les problèmes commencent déjà. Venez, prends la victime Pierrot, on va vers devant la gare et on a du monde qui arrive derrière là. Allez, on y va ou pas? Ameutés par l'interpellation et les cris du voleur, des jeunes descendent de la cité voisine. Les policiers savent que la situation peut dégénérer à tout moment. Voilà, compris. Monsieur. Voilà, dépêchez-vous s'il vous plaît. Soudain, le voleur tente le tout pour le tout. Alors qu'il est menotté, il essaie de s'échapper. Mon pied! Ah, ma tête! J'ai rien fait, monsieur! Monsieur, j'ai rien fait, ma tête! Profitant de l'attroupement, il a tenté de s'enfuir. Ah, ma tête, mais c'est ma tête, ça fait mal. Je vais te dire, ça fait mal, là, ma tête. Quand tu courais pour t'enfuir, t'avais moins mal à la tête. Maîtrisé par les policiers, il continue pourtant d'ameuter le quartier. Les hommes de l'UAR se retrouvent très vite encerclés par plusieurs individus. Comment ça se recouper là? On va courir là. Ça court les gars, ça court là-bas. Gaffe à droite. Sandro appelle des renforts. Ils ne doivent pas se laisser déborder. Je suis collègue de la BRF. Vraiment rapidement du renfort. S'il vous plaît. Ok? C'est ma tête, j'ai... Gare 1, gare 2, demande le renfort à l'IDA. Les gars, vous avancez pas, tenez une ligne. Ouais. Venez, reculez les gars. Venez ici. Venez les gars, venez. Ok? Au sol, le voleur continue de tenir tête aux policiers. T'as rien à voir, tu te barres pas. T'as pas de barré. Je suis désolé. T'as agressé des gens, tu leur as volé leur téléphone. Tu sors de prison en plus, tu dis? Eh ben tu vas y retourner. En moins de 10 minutes, les renforts de la BAC sont sur place. Ils font fuir tout le monde. Ils sont là les collègues, c'est bon, il y aura plus rien, ils sont partis les gars, c'est bon, calmez-vous. Les mecs sont partis. T'as la lumière. Sandro et son équipe doivent maintenant retrouver le téléphone de la victime. Il a balancé, putain, c'est sûr. C'est sûr, il a balancé, Pierrot, c'est sûr. Il est 1h du matin. Les policiers doivent retrouver l'objet du délit pour renforcer la procédure et confronter le voleur à la réalité des faits. Tu vas y retourner. T'es là, t'as meute du monde. La deuxième, t'agresses les 2 jeunes filles, tu leur piques leur téléphone. Et la troisième, t'as réussi à te barrer. Non, c'est pas moi, mais c'est de prison. C'est toi qui as essayé de te barrer. Je dois faire mes tiges ici, mais c'est Eh ben, tu vas pas faire du tige. J'ai un téléphone. Pourquoi vous voulez que je balle un téléphone? Parce que t'es un abruti. J'ai 17 ans. J'ai 17 ans, monsieur. T'es un abruti. J'ai déjà volé quand j'étais jeune. Je crois qu'il est parti parce que mes collègues et moi. Mais j'ai pas tilté, ensuite il est parti à gauche, voilà, sur l'allée de gauche, je le sais. Genre. Et quelques secondes plus tard... C'est bon ça! Yes! Et alors, elle est pas belle la vie?
Allez, on y va. Quand il a vu qu'il allait se faire interpeller, il a lâché proche du lieu d'interpelle. On va aller voir là-bas, bingo. Putain, j'arrive pas à croire. Là, il faut une année de 4GS blanc qui m'étonne. On y va? Les gars, vous venez avec nous, mesdemoiselles? Les hommes de l'UAR accompagnent la victime au commissariat pour qu'elle dépose plainte. Après tant de tensions, les policiers sont satisfaits. On est content, on a les victimes, on a le téléphone portable, on a l'arracheur. Le voleur, qui sortait de prison il y a tout juste 15 jours, y est retourné suite à cette affaire. La victime, elle, a récupéré son téléphone le lendemain matin. Mais dans les transports en commun, les vols ne sont pas le seul problème. Aux heures de pointe, les délinquants sexuels, appelés les frotteurs, profitent de la cohue pour assouvir leurs pulsions. Leur terrain de chasse, les lignes 4 et 2. Leurs victimes, toujours des femmes. Ils bandent debout. Ah oui, ils bandent bien là. Et il est en train de toucher mes fesses. Strasbourg-Saint-Denis, en plein cœur de Paris. La BAC est sur la piste d'un frotteur, un individu qui profite de la cohue pour se coller aux fesses des femmes. Dom et son équipe le suivent depuis un quart d'heure. En fait, on a affaire à un frotteur, et on l'a pris à Châtelet en montant. Donc il se frottait à une fille dans la rame. On a demandé à la victime si elle voulait pas déposer plainte. Comme elle était très jeune et je pense un peu effrayée, elle n'a pas décidé de nous suivre. Donc du coup, là, lui, il a tourné pour repartir vers Châtelet. On attend de voir ce qu'il va faire. Je pense qu'il va y aller là. Le frotteur en question, c'est cet homme assis en veste noire. Un quinquagénaire aux allures respectables, costume cravate. Il attend la bonne rame de métro. Là, il est toujours assis, en train de se frotter la tête. Sur un quai de métro comme ça, il a l'air normal, mais bon, après, on va voir ce qui se passe, que ça va être autre chose une fois qu'il sera dans la rame. Et il va la choisir. Tu as vu, il a laissé passer plusieurs rames. Il va choisir une rame où il y a suffisamment de monde et une fille qui lui plaît dedans, je pense. La prochaine rame est la bonne. Je sais pas ce qu'il fait, tu vois, mais il se tripote, quoi. Là, faut y aller. Il est collé à la vitre, mais il doit attendre encore une victime potentielle. Ah là, il va se faire plaisir. Là, la montée, elle est belle. La montée, c'est le moment où les usagers entrent dans les rames. C'est aussi le moment où le frotteur choisit ses victimes. Les policiers remarquent immédiatement qu'il a une érection. Il bande debout. Regarde. Ah ouais. Ah, il bande bien, là. Salaud. On le sort, en fait. Soudain, l'homme reprend le métro dans l'autre sens, puis descend à la station Strasbourg-Saint-Denis. La BAC décide de le suivre. À la surface, les policiers comprennent vite. Le frotteur se dirige tout droit dans la rue des prostituées. Maintenant qu'il s'est bien excité dans le métro, il va chercher une bonne compagnie pour finir le travail, quoi. Ah, il va traîner, il va aller dans les sex shops et tout. Oh, c'est bon. Lui, là, maintenant qu'il est en recherche d'autre chose, nous, on va le laisser faire ce qu'il a envie de faire, et puis on va retourner de là où on vient dans le métro, quoi. Pour en trouver d'autres, et encore et encore. Pas de plainte, pas d'exhibition, les policiers laissent le frotteur partir. Mais ils savent maintenant à qui ils ont affaire. Des dizaines de frotteurs sévissent tous les jours dans les rames du métro. La traque de ce genre d'individus fait partie de la mission des hommes de la BAC. Dans un instant, chasse aux délinquants sexuels, exhibitionnistes, frotteurs. Ça recommence. Ils profitent de la foule pour assouvir leurs pulsions. Les victimes ne portent pas toujours plainte, mais les policiers calment leurs ardeurs. Viens pas, Paul, tu bouges pas. Aujourd'hui, c'est samedi. Les rames du métro sont bondées. Une situation idéale pour les frotteurs. Ah, la meuf là avec son cuir là. Ouais, tu vois. Ouais, je les repère bien quand même. Sale. Cet homme en veste blanche fait comme si de rien n'était. Il se colle à cette mère de famille, accompagnée de sa fille. Et surprise, les policiers découvrent qu'en prime, il en profite pour lui faire les poches. Un frotteur-voleur. Un spécimen. David se rapproche de la victime pour en avoir le cœur net. Le frotteur, lui, n'a pas le temps de remonter dans la rame suivante. David donne le top départ. On a senti, il a mis dans la poche, on peut le péter. Hein. Je vais prendre le plainte. Franchement, un dépôt de plainte. Viens pas, Paul, tu bouges pas. Guillaume a été efficace.
Sur un quai de métro bondé, il faut interpeller rapidement et prendre l'individu par surprise. Voilà. Tu donnes tes mains et tu te fais. Oui, c'est bon. Voilà, allez, tourne-toi. Dépêche-toi. Voilà. L'homme, de nationalité égyptienne, feint de ne pas comprendre le motif de l'interpellation. Tu sais pourquoi on t'arrête? Attends, dis-le-moi, franchement. Écoute, moi je veux dire, alors qu'est-ce que tu fois, oui, mais c'est pas que ça. Il y a des bouchons, mais c'est comme ça. Il croit que c'est une fraude, on l'arrête pour ça. De quoi? Il croit Vraiment pas que c'est vrai. T'as essayé de voler la femme. Tu as essayé de la voler, la dame. Voler? Oui. Ah non! Ah, mais si. Mais non, quoi? On t'arrête pourquoi? Mais non, je sais pas, vraiment non. Ah oui, d'accord. Jamais, écoutez-moi, monsieur. Jamais? Ah oui, moi j'ai pensé quelque chose. Ah, tu pensais que tu te frottais? Pardon? Frotter quoi? Frotter à la dame. Mais vraiment, je sais pas que c'est vrai. Vraiment, je sais pas que c'est vrai. Il y a des bouchons. Je sais pas voler, monsieur, jamais. Mais la dame, elle l'a senti, d'accord? Nous, on était derrière toi, et la dame, en plus, elle l'a Vraiment, senti. vraiment, c'est vrai. Le truc, là, je suis avec vous, là. Je suis avec vous. Le truc, là. Ah non, ça, on les laisse. Hein. Tu connais l'adresse? Oui, ah, t'es avec moi, si je te les enlève, tu vas disparaître. Je Ah ben non. Mais vraiment non, moi, jamais j'ai fait de bêtises, là. C'est bon. Venez, on va là. De son côté, David prend la déposition de la victime. Elle a monté avec moi de la solution et il était en train de toucher mes fesses, comme ça. Et j'ai senti quelque chose sacré entre lui et moi. Et c'est pour ça moi je mets comme ça. Et lui là, il était en train de faire quelque chose. Moi j'ai pas fait attention, j'étais en train de parler au téléphone. Et j'ai regardé mes portements, il était vraiment haut. Et normalement il était en bas, mais il était comme ça. Il a légèrement, en fait, il a mis la main, il a légèrement. C'est à moitié frotte, à moitié tireur. À mon avis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a touché les fesses à la dame pour faire diversion en fait. Cette mère de famille a eu de la chance. Si les policiers n'étaient pas intervenus, elle aurait perdu beaucoup d'argent. J'ai ma carte bleue, comme j'ai beaucoup de ma carte bleue, je sais de moi et mon mari, j'ai mis les codes. Et ça, c'est vraiment... Vous mettez le code sur la carte bleue? Comme j'ai des trucs, j'ai mis de moi et de mon mari, les billets, l'argent. C'est super dangereux. Voilà. Tom, Guillaume et David embarquent l'homme au commissariat du 18e arrondissement pour le présenter à un officier de police judiciaire. Mais les problèmes de la circulation parisienne ne vont pas les aider. Oui, compte tenu de la circulation, c'est sûr qu'on va arriver hors délai. C'est quoi hors délai? Hors délai, ça veut dire que à partir du moment où on a interpellé pour un majeur, à partir du moment où on a interpellé, on a 1 heure pour le présenter à un officier de police judiciaire, savoir s'il le place en garde à vue ou non. Et dépasser ce délai-là, normalement, il devient beaucoup plus compliqué de placer les gens en garde à vue. Quels que soient les faits? Ah, quels que soient les faits, hein. Ça peut être Mesrine qu'on a arrêté. Non, enfin je rigole, mais ouais, quels que soient les faits, la présentation c'est 1 heure. C'est fixé par les parquets d'avance et si on dépasse cette heure-là, derrière normalement, ça pose problème pour la garde à vue. David va présenter l'individu avec bien plus d'1 heure de retard. Bonjour. Donc c'est là-bas que je vous amène une affaire. D'accord. On a interpellé un individu sur la ligne 2. Ouais. Donc il a pris le métro à la place de Clichy. À quelle heure tu l'interpelles? On l'interpelle à 18h20. À 18h20. À Anvers. 18h20, il est actuellement 8h05. D'accord. Pourquoi tu le présentes à cette heure-là? Parce qu'en fait on a demandé un véhicule et vu la circulation dans Paris, on a été dans les bouchons. D'accord. On n'a pas pu faire autrement. Tu me le présentes s'il te plaît? L'OPJ va s'entretenir avec l'interpellé. David, lui, patiente. Il a peu d'espoir concernant le placement en garde à vue. Ça arrive souvent, mais nous en fait on essaie de pas trop suivre les histoires parce que ça nous ferait, des fois ça nous ferait trop mal quoi. Donc nous on fait notre boulot, on arrête le mec, les personnes qu'on doit arrêter, puis après c'est la justice qui fait son travail. Chacun son rôle, c'est à eux de faire ce qu'ils ont à faire quoi. Donc, vu le délai de présentation tardif, vu l'usage des entraves sur sa personne, vu que j'ai une garantie de représentation tout de même puisqu'il me donne une adresse et un numéro de téléphone qui correspond bien, donc le monsieur, je le reconvoque pour audition, je le reconvoque lundi 14h. Une reconvocation. Maigre consolation pour les policiers, mais le travail est fait. Ils ont tout de même interrompu une agression sexuelle et une tentative de vol. Faut que tu
viennent lundi 11 juin à 14h, ici. Au final, si le frotteur-voleur ne se représente pas, les policiers devront aller le chercher à l'adresse donnée. Dans la loi, les faits d'agression sexuelle sont punis de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende au minimum. Le vol est passible de 3 ans de prison. Chaque mois, les hommes de la BAC interpellent en moyenne une dizaine de délinquants sexuels comme cet homme. Châtelet-Les Halles, en plein cœur de Paris. L'UAR part en patrouille sur les quais du RER. Raphaël et ses coéquipiers Mohamed et Fabrice ne vont pas tarder à repérer un délinquant sexuel présumé. Il avait la main dans le jean en train de s'astiquer copieusement sur le groupe de jeunes filles qui étaient posées à côté de lui. Donc on va rester surveiller un petit peu. Voici l'homme qu'ils viennent de repérer. La trentaine, il porte un manteau noir et une casquette. Les mains dans les poches, il se masturbe à la vue d'un groupe de filles. Pour Raphaël, pas question de lâcher l'individu. Il décide de le prendre en filature. On n'est pas trop amené à travailler sur ce genre de choses parce que c'est quand même pas le plus gros de notre travail. Maintenant, c'est sûr que si on tombe sur quelque chose comme ça, on va pas le lâcher non plus parce qu'on va pas lui permettre d'aller peut-être jusqu'à l'agression sexuelle pour se satisfaire. Le frotteur fait des allers-retours incessants sur les quais des RER. Il recherche une présence féminine. Là, a priori, il cherche même pas le contact en frottant, là, il se frotte tout seul à distance. Après, voilà, c'est certain que dans une rame bondée, à mon avis, il va pas se gêner pour se rapprocher encore plus. Pendant 20 minutes, les policiers ne le perdent pas de vue. Le frotteur continue à chercher une proie. Là, on a un groupe de 3 nanas assez jeunes qui sont sur le côté et le mec, il est à 3 mètres d'elle. Pas sûr que ce soit la tête, mais bon. Cela fait près d'1 heure que l'UAR surveille l'homme. Mais un problème se pose pour les policiers. Le souci, c'est que là, depuis tout à l'heure, il s'excite sous ses vêtements, donc c'est pas spécialement visible. Et il fait ça à répétition. Donc le problème pour nous, pour que ce soit vraiment consommé, il faudra vraiment qu'on le prenne avec soit le sexe à l'air, soit avec une victime qui se rende compte de ce qui se passe. Sans quoi, là, ça va simplement se limiter à un contrôle d'identité. Et c'est un peu dommage. L'homme continue son manège. Raphaël et ses coéquipiers ne le lâchent pas. Après, pareil, là, il y en a une en jupe qui a le malheur de s'arrêter devant lui. Soudain, l'individu presse le pas. Il est juste devant, là. Ça monte. Momo, c'est monté. Vas-y, viens. Passe. Le frotteur a suivi sa proie. Il est monté dans le RER avec elle. C'est monté. Il est une voiture avant l'interconnexion. Ça se trouve, il n'y a même pas de fond à la poche de Sanji. Il a dû l'aménager. Les policiers arrivent à Gare du Nord. Raphaël ne veut pas perdre l'homme de vue. Il le retrouve sur le quai d'en face. Il vient encore de changer de cible. Ça recommence. C'est stylé. L'homme n'a toujours pas commis d'agression ni d'exhibition. Mais après 2 heures de filature, Raphaël et ses coéquipiers décident de le contrôler. Monsieur, bonjour, contrôle de police, vous allez bien avec nous. Tournez-vous. Rien de dangereux sur vous? Alors, touchez pas vos poches. Non, mais c'était à la musique. Non, je m'en occuperai. Vous êtes déjà connu, service de police? Non, jamais. Gardez les mains en évidence. Il est belle, 95, l'accent. Le contrôle d'identité et la palpation commencent. Raphaël retourne les poches du jean. Surprise, elles ne sont pas trouées. L'homme, quant à lui, semble surpris. Il pense que l'UAR intervient pour un simple contrôle de son titre de transport. Monsieur, nous, on n'est pas là pour les checker. On n'est pas là pour les... Non, mais on peut se passer vite pour mettre des hommes. Est-ce que c'est pourquoi on vous contrôle? Il y a toujours un motif de contrôle. Contrôle pas, ça prend. C'est pas comme ça, ça me passe. Je peux pas savoir. Je sais que je donne des indices. Il y avait une grande. Avec une veste violette. Après, je marchais sur le quai. Au niveau de la machine. L'homme feint de ne pas comprendre le motif du contrôle. Fabrice lui rafraîchit la mémoire. C'est peut-être te masturber sur le cabinet. On ne peut pas pour un con. C'est pour ça que je suis derrière. N'importe quoi. C'est peut-être te masturber sur le quai à Châtelet. Vous vous souvenez ou pas? Oui, d'accord, j'ai mal vu. Bon, ça, j'ai
C'est sorti. Non, on n'est pas sorti justement. Voilà. On dit que vous l'avez sorti, monsieur. Je sais pas, là, je me rappelle des trucs. Oui, parce qu'apparemment, vous avez du mal à vous en souvenir. Donc on est là pour vous. Après, Depuis tout à l'heure, on vous suit. Oui, Châtelet. L'individu comprend qu'il a été vu et suivi depuis très longtemps. Il change de comportement. si on m'a vu, bah, comment je vais expliquer? Mais si on vous a vu, monsieur, Bah ouais, oui, non. juste d'être honnête, c'est tout. Je dis pas que vous allez rentrer en prison, juste dites, oui, c'est vrai, Voilà, voilà, c'est j'ai bien, des problèmes. je lui dis, faites-vous suivre par un médecin dans ces cas-là, c'est un problème où allez voir des gens, mais vous ne m'accusez pas comme ça, parce que voilà. L'homme avoue à demi-mot qu'il s'adonne à ce genre de pratique, et apparemment, il ne compte pas y mettre fin. Là, vous avez vu, on va voir si la fois, vous allez recommencer et tout. D'accord. Ah, vous comptez recommencer alors? Oui, vous allez le faire ailleurs. Vous avez pas vu les faits? Monsieur, c'est pas dire la vérité. On va clore le débat. Je vous dis une seule chose, allez consulter, allez voir quelqu'un. Mais ça, c'est pas normal. Pour cette fois, le frotteur s'en sort bien. Il continuera certainement son manège dans une autre station, mais au prochain faux pas, il risque bien plus qu'un simple contrôle. Agression sexuelle, vol de téléphone portable, pickpocket ou tag, les hommes de la brigade des réseaux ferrés ne manquent pas de travail. En 2011, ils ont réalisé plus de 20 000 interpellations sur l'ensemble du réseau Île-de-France.